pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Le projet de loi Maureen Brault, François Bonnardel. Tout de suite après le décès de Maureen Brault, et on se dit qu'il faut mettre en place donc des processus qui vont être améliorés, favoriser l'échange de renseignements entre les policiers et les intervenants du milieu de santé. Livré pour les Canadiens pour rassembler l'équipe, et je suis en train d'écouter tout le caucus, pas juste ceux qui parlent aux médias. On a du travail à faire et on va continuer de le faire tous ensemble. Voici Patrick Lagacé. Nous sommes mardi le 10 septembre 2024. Merci d'être là. Montréal s'éveille. Le soleil va être au rendez-vous aujourd'hui. C'est frais ce matin, 9 degrés, maximum de 20 aujourd'hui. Demain, mercredi, jeudi, vendredi, encore du soleil, plus chaud, 26, 27 degrés. Samedi, dimanche, beau et chaud, avec quelques nuages. Je commence avec une nouvelle du Journal de Montréal, brièvement. 4 enfants happés par des voitures depuis la rentrée scolaire de la fin du mois d'août. C'est inquiétant. Ça rappelle à quel point il y a de plus en plus de véhicules à Montréal, donc de plus en plus d'interactions malheureuses, on le sait. Faut être prudent. Donc, on le rappelle, lever le pied, et ça rappelle aussi la demande de la mairesse Plante pour sécuriser les abords des écoles à Montréal, notamment par l'installation de radars photo. Québec se fait tirer l'oreille. Bref, tous les petits gestes aident, mais je pense que ça commence par la responsabilité des automobilistes pris un à un. Donc, on lève le pied, faisons attention quand on est près d'une zone scolaire. Je veux parler, en commençant, de prostitution juvénile. C'est pas à la une des journaux, mais je commence avec ça parce que ça m'a jeté par terre. C'est dans la presse. Tenez-vous bien, c'est une histoire qui est assez difficile à suivre. Il y a un juge de la Cour du Québec qui a acquitté un type accusé d'avoir tenté d'obtenir les services sexuels d'une mineure. La décision du juge est assez bizarre. Écoutez bien ça. Alexis Bourrel a répondu à une annonce sur un site d'escorte. Et la fille lui dit « J'ai 16 ans ». Le gars s'est quand même rendu à l'hôtel et sur place, la fille lui dit encore « J'ai 16 ans ». Mais Bourrel est resté sur place. Il a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'est un piège de la police. Un piège policier classique qui a permis dans le passé d'arrêter des dizaines de clients qui voulaient avoir des relations sexuelles avec une mineure. C'est une des seules façons de pincer les hommes qui sont sur le marché pour des prostituées qui ne sont pas majeurs, qui n'ont pas 18 ans et plus. Or, le juge Salvatore Macchia a acquitté le bonhomme. Les motifs du juge sont assez particuliers. Je vais citer la presse là-dessus. Le jugement oral était particulièrement décousu. Le juge s'est d'ailleurs excusé à plusieurs reprises de se répéter. Je vais vous expliquer le raisonnement du juge, si on peut appeler ça comme ça, un raisonnement. Pour le juge Macchia, le fait que la rencontre entre la fausse prostituée mineure, qui était une policière, et le client Bourrel, le fait que ça ait eu lieu dans une chambre d'hôtel, pour le juge, ça joue en faveur de l'accusé. Pourquoi? Mais tenez-vous bien, parce qu'une mineure, selon le juge Macchia, ça ne peut pas louer une chambre d'hôtel. Donc, l'accusé, en allant rejoindre la fausse prostituée mineure dans un hôtel, pouvait présumer qu'elle était adulte, qu'elle était majeure. Si vous vous dites que c'est cinglé comme jugement, comme raisonnement, vous n'êtes pas seul, moi aussi. Parce que dans la réalité des choses, des proxénètes, des pimps adultes qui louent des chambres d'hôtel pour que des filles mineures se fassent agresser par des clients comme Alexis Bourrel, tout le monde sait que c'est le raisonnement. Puis si le juge ne lit pas les journaux, on peut lui suggérer de faire un rattrapage de la série Fugueuse. Il va avoir une bonne idée de comment ça fonctionne dans le réel. Mais le juge Macchia, on dirait qu'il vit dans une grotte depuis 10 ans, pense que ce sont les jeunes adolescentes mineures qui louent des chambres d'hôtel, pense que ça se peut pas. Pense que c'est juste une adulte prostituée qui peut louer une chambre d'hôtel. L'autre élément complètement cinglé dans le raisonnement du juge Macchia pour acquitter Bourrel, le juge il dit que comme l'annonce était sur un site d'escorte adulte, le client, M. Bourrel, pouvait présumer que l'escorte était majeure. Parce que là, encore une fois, c'est bien connu, c'est impossible qu'on annonce des prostituées mineures sur des sites d'adultes. Donc, le juge a vraiment sorti ce raisonnement tordu pour acquitter un gars qui savait qu'il s'en allait à un rendez-vous avec une fille de 16 ans.
ne savait pas que c'était une policière qui était là, elle ne savait pas que c'était une opération policière. Elle lui a dit plusieurs fois « J'ai 16 ans ». Il n'a jamais sacré le camp. Le gars a quand même essayé de coucher avec elle. Bref, on espère qu'il y a plus de talent juridique à la cour d'appel que dans la tête de ce juge-là, le juge Salvatore Macchia. L'abbé Pierre, tant qu'à rester dans la question des agressions sexuelles, l'abbé Pierre était une légende en France, ce qui se rapproche le plus d'un saint. Et France Info rapporte que l'abbé Pierre avait probablement commis des agressions sexuelles sur des femmes au Québec dans les années 50 et 60. La police qui serait même intervenue en 1959 et l'abbé Pierre aurait été protégé par l'intervention du clergé québécois à l'époque. L'abbé Pierre, je vous disais, c'est un saint en France, mais l'été dernier, son image de saint, lui qui est décédé en 2007, a été pulvérisée. Pourquoi? Ben parce qu'il y a 24 femmes qui ont témoigné dans des enquêtes d'agression sexuelle sur une période de 50 ans. L'autre grosse nouvelle, hier, au Québec, c'était le dépôt par la coroner Jeanne Kamel de son rapport dans la foulée de la mort de la policière Maureen Brault. Elle a 38 recommandations. C'est un rapport très complet, très touffu, qui plaide pour que les différents intervenants, là, les policiers, les procureurs de la couronne, les psychiatres, les directions d'hôpitaux aussi, n'agissent plus en silo quand on supervise quelqu'un comme Isaac Brouillard-Lessard, celui qui a tué la policière Maureen Brault. C'est un homme, Brouillard-Lessard, qui toute sa vie a été suivi en psychiatrie, qui toute sa vie a été suivi par la commission d'examen des troubles mentaux qui supervise des personnes comme lui. Quand ces gens-là commettent des actes criminels, mais qui n'ont pas toute leur tête, leur place, c'est pas en prison, mais la commission d'examen des troubles mentaux va les suivre. Et il y a des mécanismes de contrôle qui ont fait défaut. La coroner propose des améliorations, des nouveaux pouvoirs, notamment pour la commission d'examen. Elle demande que les procureurs de la couronne aussi soient présents systématiquement aux audiences de la commission, parce qu'avant le meurtre de Mme Brault, les procureurs n'assistaient pas systématiquement à ces audiences-là pour dire, écoutez, aux médecins qui sont là, qui composent la commission d'examen, cette personne-là, voici telle sorte de crime qu'elle a commis. Cette personne-là a causé tel type de dommages. Donner une meilleure idée du parcours judiciaire. En Ontario, les procureurs de la Couronne sont là, dans ces audiences-là, 100% des cas. Et je rappelle que la policière Brault a été tuée par Isaac Brouillard-Lessard dans le cadre d'une intervention quelques jours après que les parents du jeune psychiatrisé là, aient dit à la police, il va finir par tuer quelqu'un. Toute sa vie d'adulte, de jeune adulte, Brouillard-Lessard a été suivi en psychiatrie. Il a été arrêté à répétition pour des histoires de violence, avait déjà fracturé la mâchoire de son concierge, avait déjà agressé sa psychiatre, avait déjà agressé un préposé aux bénéficiaires. Et là, quand on suit le parcours de Brouillard-Lessard dans le rapport de la coroner Kamel, je vous le dis, ça donne mal à la tête. Elle refait tout le parcours médical de Brouillard-Lessard. C'est une décennie de psychose, d'épisodes paranoïaques, de comportements violents. Chaque fois, il a été déclaré non criminellement responsable. Et pendant 10 ans, il n'a pas voulu être traité. Il n'a pas voulu prendre ses médicaments. Les seules fois, ou presque, où il prenait ses médicaments, c'est quand il était sous autorité psychiatrique, quand il était en garde fermée, et il savait que c'était la condition pour sortir. Il prenait ses médicaments, et quand il prenait ses médicaments, quand il pouvait sortir, fatalement, il recommençait à consommer et il cessait de prendre ses médicaments, déménageait aussi d'une région à l'autre, ça rendait le suivi extrêmement difficile. Donc, pour les gens comme ça, ils sont des dizaines au Québec, il y a beaucoup de gens comme ça. J'en ai déjà parlé à ce micro, j'en ai parlé dans la presse. Il y a des gens comme ça qui sont des abonnés de la commission d'examen des troubles mentaux, qui commettent des délits à répétition pour lesquels on ne les envoie pas en prison, et ça, c'est correct. Leur place n'est pas en prison. On se comprend. Sauf que, on peut se poser la question aussi, ça prend combien de délits, ça prend combien de retours à la commission d'examen des troubles mentaux pour des crimes violents avant qu'on vous interne, avant qu'on vous prenne vraiment en charge aussi. J'ai une pensée aussi, au-delà des recommandations institutionnelles de la coroner Kamel, j'ai une pensée pour les parents d'Isaac Brouillard-Lessard, parce qu'ils ont tenté de l'aider toute sa vie. Ils ont tenté de l'encadrer, de le ramener dans le droit chemin toute sa vie.
Mais la maladie était plus forte, il faut le croire. Et le quotidien de ces parents-là, jusqu'à la mort de Brouillard-Lessard, c'est celui de dizaines de parents au Québec qui ont un proche, un fils, bien souvent, ce sont des gars, qui ont des problèmes de santé mentale, des épisodes psychotiques, qui se désorganisent, qui font des allers-retours entre les arrestations, l'hôpital psychiatrique, des maisons de chambre, etc., et qui essaient d'aider parce qu'ils l'aiment quand même, et qui finissent par couler avec ou lui lâcher la main parce qu'ils vont couler avec. Donc, c'est un problème qui est complexe. C'est un problème qui ne va pas se régler en un coup de baguette magique. J'espère que les recommandations de Mme Kamel vont être suivies. On va en parler un peu plus tard à l'émission avec Dr Mathieu Dufour. Il est psychiatre légiste, chef du département de psychiatrie à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel. Il a témoigné dans l'enquête de la coroner. Il a pratiqué aussi en Ontario, Dr Dufour, où, semble-t-il, les filets de protection ont des mailles pas mal plus serrées qu'au Québec. Il semble qu'on puisse apprendre de l'Ontario. Donc, Dr Dufour va être avec nous à 7h25. Là, un de mes grands bonheurs, c'est qu'on va les transformer ici, nos ressources naturelles. Donc, c'est ici qu'on va créer de la valeur, des jobs payants. Donc, notre stratégie pour faire du Québec un leader de l'économie verte, ça fonctionne. On se souvient tous de l'enthousiasme du gouvernement de François Legault il y a un an, quand Nordvolt est débarqué au Québec. Surprise, on annonce ça. Le géant suédois de la batterie, qui est une jeune pousse, là, une start-up, comme on dit, qui était, disons, qui est encore un grand espoir de la filière batterie en Europe, qui débarquait en Montérégie. On annonçait la construction d'une giga-usine en 3 phases et l'enthousiasme était au rendez-vous. Un an plus tard, il faut le constater, et c'est pas la faute, disons, du marché québécois, c'est la faute du marché de la batterie lui-même. Nordvolt est en train de vaciller. Ça a été un été épouvantable. On a annoncé une revue stratégique des opérations en Europe et aussi en Amérique du Nord. Et là, les premiers éléments de la revue stratégique sont sortis hier. Et le géant suédois de la batterie, ce qu'il fait, c'est qu'il ralentit les opérations. On va rationaliser. Il y a des emplois qui vont être perdus. Combien, on ne le sait pas. Probablement en Europe. On vend un terrain là-bas en Suède qui était destiné à accueillir une autre usine. On cherche un partenaire pour les opérations. En Pologne, on va abandonner la fabrication de certaines composantes comme les cathodes. Ça veut dire quoi pour l'usine de Montérégie? Ça veut dire qu'il y a de l'incertitude. Et hier, Nordvolt a simplement dit que la mise en service de la phase 1, là, qui est en construction, va être retardée. De combien de temps? M. Fitzgibbon avait dit avant de démissionner 12 à 18 mois de plus environ. Nordvolt reste muette là-dessus. Pas un mot dans ses communications d'hier. On devrait le savoir à l'automne. Pour les phases 2 et 3, je vous le dis, je ne peux pas lire des feuilles de thé, là, mais ça regarde mal. Parce que quand on voit à quel point Nordvolt est en train de ralentir ses opérations, de se concentrer sur certaines composantes de batterie, peut-être que les phases 2 et 3 à Montérégie vont voir le jour. Mais si la tendance se maintient, ce qui a été annoncé hier, moi, je dirais, mettez pas toutes vos économies là-dessus. Ça a été un été noir pour Nordvolt. Les analystes cités dans les médias européens, notamment, le disent. La compagnie est dans le trouble. C'est pas parce que l'idée est pas bonne, c'est parce que ça prend beaucoup d'argent pour créer une filière batterie comme ça, des milliards et des milliards de recherche, de développement, de fabrication. Et Nordvolt a eu de la difficulté à livrer des batteries. BMW a annulé cet été un contrat de 2 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que les batteries n'arrivaient pas assez vite. Il y a aussi toute la question du financement. Bref, d'un point de vue d'affaires, c'est pas anormal. Mais au Québec, il y a quand même une composante politique dans les problèmes de Nordvolt. On a entendu M. Legault extrêmement enthousiaste il y a un an. Si Nordvolt arrivait avec un projet cette année, je ne sais pas si dans le contexte actuel, les gouvernements seraient prêts à débourser des millions et à promettre des milliards. Donc, attirer Nordvolt aussi, c'était l'œuvre de Pierre Fitzgibbon avec l'assentiment de son patron, M. Legault. Peut-être qu'il va s'ennuyer d'avoir Pierre Fitzgibbon comme paratonnerre, parce que là, maintenant, s'il y a des problèmes, c'est pas Mme Fréchette qui va répondre à ces questions-là, c'est pas son bébé, c'est un peu beaucoup celui de M. Legault. Donc, l'autre point, je veux bien être optimiste face
face à la filière batterie, là, mesdames et messieurs. Là. Sauf que la réalité, c'est que les fabricants chinois et Tesla dominent le marché de la voiture électrique et des batteries. Les Chinois font des batteries efficaces dans des véhicules abordables. Le Canada, le Québec, les pays européens soutiennent Nordvolt, qui a de la misère à livrer des batteries, qui a de la misère à gérer son expansion. Donc, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que les Chinois ont pris une avance insurmontable? C'est la question à plusieurs milliards de dollars. Politique fédérale maintenant. Justin Trudeau est toujours chef du Parti libéral du Canada, toujours premier ministre, mais ça commence à jacasser dans les rangs libéraux. Ça commence à contester discrètement son leadership. Et je dis discrètement parce que généralement, quand les députés prennent la parole pour émettre des bémols sur le leadership de M. Trudeau, qui est au plus bas dans les sondages, on le sait, bien, ils font dans l'anonymat. Ils vont parler aux journalistes, vont demander à ne pas être nommés. Mais hier, en marge de la réunion des députés libéraux en Colombie-Britannique, la députée libérale de Brossard-Saint-Lambert, Alexandra Mendes, de façon très diplomatique, a dit que ses électeurs en avaient assez de M. Trudeau. Elle n'a pas dit souhaiter le départ de son chef, mais elle dit qu'un changement de chef, c'est le souhait de ses électeurs, quand elle va à la rencontre de ses électeurs sur la Rive-Sud. Écoutez, c'est délicatement dit, mais si M. Trudeau était bien en selle, ces députés comme Mme Mendes ne sortiraient pas pour dire des choses comme ça. Mme Mendes, députée de Brossard-Saint-Lambert, va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Aux États-Unis, on le sait, c'est soir de débat, c'est un soir important dans la vie politique américaine. Harris-Trump qui vont s'affronter pour une première fois. C'est vraisemblablement aussi le dernier débat. Les deux sont au coude à coude. Vous regardez là les prédictions dans les sondages, vous ne pouvez quasiment pas mettre un cheveu entre les deux, tellement c'est proche. Et malgré tout l'enthousiasme qui a été généré par Mme Harris depuis le retrait de Joe Biden, reste qu'elle n'a pas pris une grande avance dans les sondages. Quand elle est en avance, c'est vraiment par 2 points de pourcentage, parfois 3 points de pourcentage. Et on est quand même au coude à coude dans les intentions de vote dans les États pivots. Et pendant ce temps-là, M. Trump, lui, qui jette déjà le doute sur l'intégrité à venir du scrutin, ça va lui permettre de dire encore une fois, s'il perd, que c'est à cause de fraude électorale. Il menace aussi ses ennemis, notamment ceux qui donnent à des causes qu'il perçoit comme hostiles à ses intérêts. Il les menace de prison s'il est réélu, il les menace d'enquête policière, etc. Charles-Philippe David de la chaire Raoul d'Endurant va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Il est 6h24. Merci d'être là. Il va faire très beau aujourd'hui à Montréal. Ça va être un peu frais, mais superbe journée sur la région. Faites m'écrire 98985 patrick@985fm.ca. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Parler de ce qui s'est passé hier avec Bénédicte Lebel, dépôt du rapport de la coroner Jeanne Kamel, la mort de la policière Maureen Bro en 2023 aurait pu être évitée selon la coroner. C'est ce que la conclusion à laquelle elle arrive dans son rapport d'une centaine de pages. Les décès de la sergente Maureen Bro et aussi d'Isaac Brouillard-Lessard auraient pu être évités. Et elle dit, entre autres, qu'il y a plusieurs drapeaux rouges qui étaient présents, qui n'ont pas été considérés. Elle parle de travail en silo. Elle parle de mauvaise communication entre les différents intervenants dans le dossier d'Isaac Brouillard-Lessard, parce qu'on se rappelle que c'est un homme qui était atteint de schizophrénie, un homme qui était connu des policiers aussi. Et ça remonte l'événement au 27 mars 2023. Maureen Bro se rend à ce moment-là avec 3 collègues chez Isaac Brouillard-Lessard pour procéder à son arrestation. Mais là, au courant de l'intervention policière, à un moment donné, la sergente Bro est poignardée mortellement au cou. Lui a été atteint par plusieurs projectiles d'armes à feu par les policiers de la Sûreté du Québec. Il faut remettre en contexte parce qu'il y avait tout un historique médical, entre autres. Et lui était à ce moment-là sous le mandat de la Commission d'examen des troubles mentaux après avoir été jugé à 5 reprises non criminellement responsable. C'était pour différents événements, différentes infractions qui se sont déroulées sur plusieurs années entre 2013 et 2018. Et dans son rapport, on en apprend un peu plus sur les jours précédents le drame. Entre autres, 3 jours avant, ses parents ont appelé le 911 tour à tour, donc sa mère en premier, son père aussi, pour dire que le fils était en crise, qu'il était en psychose, qu'il était dangereux. Donc, le 24 mars, les policiers sont allés chez lui à Louisville. Et quand ils sont arrivés, il s'était calmé. Ils l'ont trouvé plutôt calme. Ils trouvaient qu'il collaborait bien avec les policiers. Donc, ils n'ont pas pu l'amener à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas un danger pour lui-même ou pour autrui. Et c'est important de le souligner. Le père s'est dit dans le rapport, il est furieux à ce moment-là. Il dit, vous allez le regretter, il va finir par tuer
quelqu'un. Et 3 jours plus tard, le 27 mars, quand il y a une intervention avec d'autres policiers, c'est là que Maureen Brault est tuée. Je te le disais, le rapport se penche sur des années de suivi médical. On comprend à quel point c'est complexe aussi. La coroner parle de la dernière année de suivi médical qui a été d'un suivi minimal. On explique qu'il a déménagé souvent, qui ne voulait plus suivre les traitements. C'est dur pour les parents. Il n'a jamais voulu suivre les traitements. Exactement. Pour les parents, on comprend comment c'est dur dans ce rapport-là pour tous les intervenants dans le milieu de la santé aussi. Et elle dit, de manière rétrospective, c'est navrant de constater autant de ressources autour d'un même individu et si peu de communication concertée entre les différents intervenants au fil des années. Donc, il y a 38 recommandations en tout qui sont formulées dans ce rapport-là au système de santé, aux tribunaux, au corps policier. Il va y avoir point de presse de la coroner ce matin. La Sûreté du Québec aussi qui va faire le point pour répondre à tout ça. C'est quelque chose qu'on attendait parce qu'il y a eu beaucoup... tout le monde s'est prononcé à la suite de ça pour dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, justement, dans la cohésion pour ce qui est du milieu de la santé. Les policiers, est-ce qu'ils sont bien préparés? Est-ce qu'ils ont assez d'informations avant d'intervenir auprès de quelqu'un, par exemple, qui a des troubles comme ça? Donc, c'est un rapport qui est très, très étoffé, je te dirais. Merci beaucoup, Bénédicte. Et avant de passer à mon prochain invité, on va aborder cette question-là avec lui, la question du rapport de la coroner Kamel. Vous dire que le cas d'Isaac Brouillard-Lessard, il n'est pas unique. Il y a plusieurs cas au Québec où il y a eu des violences, des agressions, des meurtres même, de gens qui vivaient avec des maladies psychiatriques et qui faisaient des allers-retours entre la commission d'examen des troubles mentaux où on vous envoie quand vous êtes trop malade pour être jugé par le système criminel, des allers-retours entre cette commission, les hôpitaux psychiatriques, des arrestations, des rechutes. Il y a eu plusieurs cas comme ça. La coroner Kamel a fait une autre enquête publique sur un autre homme qui, lui, s'était livré à une cavale. Il tirait sur des étrangers comme ça en pleine rue, a fini par être abattu par la police. On est dans le même genre de profil. Ça finit pas toujours par un meurtre, mais il y a beaucoup de gens qui sont terrorisés d'avoir à être en contact avec ces personnes-là. Dr Mathieu Dufour est psychiatre légiste et chef du département de psychiatrie à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Il est cité dans le rapport. Il a été consulté par la coroner Kamel. Il est au bout du fil. Dr Dufour, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, d'abord, première question. Vous avez lu le rapport, 100 pages, 38 recommandations, qui a été déposé par la coroner Jeanne Kamel. Est-ce que c'est un bon rapport avec de bonnes recommandations? Je vous dirais que c'est assez le consensus là, dans le milieu de la santé que c'est un très bon rapport. La coroner Kamel a quand même eu plusieurs semaines d'audience avec des experts. Là. J'ai justement témoigné, moi, de mon expérience dans d'autres provinces au Canada, mais aussi de notre expérience, par exemple, à Pinel. Et vraiment, là, les recommandations ne sont pas juste reliées aux gens de la santé et services sociaux, mais aussi aux policiers, à la commission d'examen des troubles mentaux. Vraiment, les 38 recommandations, là, je pense qu'ils sont vraiment tous solides. Il faut les implanter. C'est un peu ça le défi. Mais je vous dirais que c'est un travail colossal. Là, puis il y a un grand consensus dans le milieu là, que c'est un très grand travail. OK. Si ces recommandations-là avaient déjà été implantées, si les 38 recommandations étaient déjà en vigueur là, par miracle, là, est-ce que Brouillard-Lessard aurait fini quand même par tuer quelqu'un ou on peut parier qu'on ne serait pas rendu jusqu'à ce drame qui a tué Maureen Brault? Ben, je pense que c'est la grande question. Hein. C'est toujours plus facile rétrospectivement quand il y a des décès tragiques comme ça, de revoir puis de voir qu'est-ce qu'on a manqué, justement. Mais je vous dirais, pour le cas en particulier de M. Brouillard-Lessard et Mme Maureen Brault, si toutes ces recommandations-là avaient été mises en place, ben peut-être qu'on aurait pu éviter des drames comme ça. Là. Puis vous avez fait référence à M. Chaik aussi, avec les autres meurtres qui s'est passé. On n'a pas été chanceux au Québec récemment. Là. Il y a eu comme une série là, d'agressions qui ont été faites par des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, même si en grande majorité, les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont beaucoup plus victimes de violence qu'auteurs de violence, mais il y a quand même une minorité qui le sont plus violents. Et sérieusement, si les 38 recommandations avaient été mises en place, bien, possiblement qu'on aurait pu éviter ce drame tragique-là. Parce qu'une des choses qui ressort beaucoup, c'est que la communication entre les différents acteurs était vraiment déficiente. Et avec ces recommandations-là, bien, je pense que le monde peut plus se parler. Et justement, quand les proches sont inquiets, bien, qu'on puisse réagir à temps.
quand on lit le rapport de la coroner Kamel, docteur Dufour, en effet, là, on voit à quel point il y avait des actions en silo, à quel point il y avait un manque de communication, c'est vrai, mais on était aussi devant un individu qui voulait rien savoir des traitements. Je lisais le rapport, là, il prenait ses médicaments, il acceptait les traitements quand ça lui permettait de montrer qu'il était sur la bonne voie et de sortir de la garde psychiatrique. Est-ce que des individus comme ça, le meilleur des systèmes au monde, peut vraiment les réchapper, les encadrer? Bien, je crois qu'on a les leviers légaux actuels au Canada dans notre système de psychiatrie légale pour pouvoir traiter quand même des individus comme ça, qui est quand même, vous avez raison, c'est très difficile de donner des soins à des patients comme ça qui refusent tout médicament, qui refusent les suivis psychiatriques. Ceci étant dit, on a des lois, pas juste en psychiatrie légale, mais des lois en santé mentale pour hospitaliser ces patients-là contre leur gré, leur donner des traitements contre leur gré. La difficulté, c'est qu'au Québec, puis vous avez vu, là, il va y avoir une réforme probablement des droits, des lois en santé mentale, c'est que c'est difficile d'aller chercher des traitements contre le gré parce qu'il faut passer à la cour, il faut passer devant un juge, c'est souvent des mois d'attente et c'est de plus en plus judiciarisé, ce processus-là. Donc, on se ramasse avec des individus qui sont en communauté qui peut-être auraient dû passer justement par la cour pour pouvoir recevoir ces traitements-là. Et je sais que le ministre Carman a justement demandé à un groupe d'experts de revoir tout ce qui est la loi P38, là, les lois en santé mentale pour pouvoir hospitaliser contre le gré, mais aussi les traitements contre le gré. Donc, nous, on voit, puis je pense que la coroner Kamel mentionne aussi une des recommandations qui ferait qu'il y ait justement un tribunal spécialisé en santé mentale pour éviter là, que des gens n'aient pas le traitement nécessaire. On a déjà parlé, vous et moi, du fait que vous avez pratiqué en Ontario il n'y a pas si longtemps. Et en Ontario, le régime est différent. Qu'est-ce qui serait arrivé à quelqu'un comme Isaac Brouillard-Lessard s'il avait été ontarien? Comment il aurait été traité et suivi? Je vous dirais que la grosse différence avec l'Ontario, c'est que l'Ontario a beaucoup moins de centres désignés. Il y en a environ une dizaine où tous les patients qui sont trouvés non criminellement responsables, donc qui commettent des crimes ou de la violence reliée à leurs troubles psychiatriques, donc comme vous avez dit auparavant, ils ne vont pas en prison, ils vont à l'hôpital parce qu'ils ont besoin de soins de santé. Et vraiment, quand ils reçoivent disons des soins en santé par une équipe spécialisée en psychiatrie légale dans ces 10 centres désignés-là, mais c'est beaucoup plus spécialisé, l'expertise elle est concentrée, tandis qu'au Québec, on a 45 hôpitaux désignés, donc l'expertise elle est moins spécialisée. Donc je vous dirais, quand on vient à Pinel, là, qu'on est le centre surspécialisé en psychiatrie légale, on a environ 300 lits, on est un hôpital qui reçoit les patients justement les plus dangereux du Québec, et ensuite, quand ils sont moins dangereux, ils ont besoin de moins d'intensité de service, ils vont dans d'autres centres désignés. Et la plupart des centres désignés ont cette expertise-là, mais il y en a d'autres qui sont moins habitués d'en faire, qui ont moins cette spécialisation-là. Donc, au Québec, on a plus de variabilité dans le type de suivi qu'on peut recevoir en psychiatrie légale. Est-ce qu'en Ontario, on aurait forcé Brouillard-Lessard à se faire traiter, à prendre ses médicaments? Parce que quand on regarde la description que fait la coroner Kamel du parcours médical de celui qui a tué Maureen Brault, il ne voulait pas les prendre. Je l'ai mentionné, là, et c'était constant. Il a fait ça pendant 10 ans. En Ontario, est-ce qu'on l'aurait forcé? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de l'équipe traitante. C'est plus facile forcer le traitement en Ontario parce qu'ils ont ce fameux tribunal spécialisé en santé mentale où, justement, là, pour les patients les plus malades, et, par exemple, quand on souffre de schizophrénie, un des symptômes, c'est pas se rendre compte qu'on est malade, fait qu'on veut pas prendre de médicaments, donc il faut être forcé pour prendre ce médicament-là. Donc, les lois sont plus, disons, flexibles pour ça, donc c'est possible qu'il aurait été traité plus en Ontario, mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y aurait probablement eu plus d'équipes en santé mentale autour de lui en clinique externe, parce que c'est sûr que quand on devient non criminellement responsable, si on est trop malade, bien, on reste à l'hôpital le temps qu'on reçoit les traitements, puis ensuite on peut réintégrer la communauté, mais seulement quand on est plus dangereux. Et qu'est-ce qui se passe en Ontario, c'est qu'il y a beaucoup plus d'équipes
en clinique externe, en communauté pour ce suivi-là. Donc, j'aurais imaginé qu'il aurait été traité contre son gré s'il avait été en Ontario, mais il y aurait eu un suivi peut-être un peu plus serré. La coroner Kamel parle du responsable de l'hôpital, donc l'administration de l'hôpital en Ontario aurait probablement forcé le suivi aussi en clinique externe, ce qui est moins le cas au Québec avec le système actuel. Docteur Dufour, vous êtes psychiatre, chef du département de psychiatrie à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Des patients dangereux, violents, vous en côtoyez. Puis je vous le dis, quand je lisais le rapport de Jeanne Kamel au sujet d'Isaac Brouillard-Lessard, je vous le dis, là, mon préjugé, puis j'aimerais que vous, soit que vous le confirmiez ou que vous le déconstruisiez, c'est que ce gars-là, quand on voyait à quel point il était violent, désorganisé, sa place, c'était pas dans la société, c'était pas d'être dehors, ça aurait dû être en dedans dans un hôpital. Bien, vous avez raison de dire que ce qui s'est passé durant les dernières années, c'est qu'on a des patients sous la commission d'examen des troubles mentaux qui étaient en communauté et qui ont commis des gestes irréparables. Je vous dirais que ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de risque zéro, mais on a des patients, nous, qui sont trop dangereux pour aller en communauté et ils restent à l'hôpital. On a les leviers légaux pour ça, pour faire ça. Donc, je parlais tout à l'heure de Pinel. On a environ 300 lits à l'interne. Et je vous dirais les 2/3 de ces lits-là, et j'y travaille sur une unité à l'interne, c'est des patients qui ont commis des homicides ou qui ont commis des crimes graves et qui sont trop dangereux pour intégrer la communauté. Donc, ils restent à l'hôpital des fois pendant des années, des fois des décennies, parce qu'ils sont trop dangereux pour être dans la communauté. Donc, notre système est là pour protéger la société pour des patients qui sont trop dangereux, mais dès qu'ils sont beaucoup moins dangereux et qui peuvent intégrer la communauté de manière sécuritaire, c'est là que la loi nous oblige de donner un peu disons, les restrictions les moins privatives de liberté dans le langage légal. Donc, on doit les sortir, mais avec des conditions vraiment serrées, une équipe spécialisée en clinique externe. Mais quand ils sont trop dangereux pour sortir de l'hôpital, ils restent à l'hôpital, là. On a environ 2000 patients qui sont sous la commission d'examen au Québec. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. La Sûreté du Québec qui va réagir aujourd'hui. Docteur Dufour, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Lagacé. Mathieu Dufour est psychiatre attaché à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Catherine Lemay est la directrice nationale de la protection de la jeunesse et elle a envoyé un communiqué de presse hier annonçant qu'elle part en tournée, va aller visiter des centres jeunesse pour amorcer cette révision des services en réadaptation pour les jeunes hébergés en centre jeunesse. Elle est en studio. Madame Lemay, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, d'abord, vos visites, là, elles sont commencées? Oui. Est-ce qu'elles sont annoncées? Vous voulez dire annoncer grand public? Ben non, mais je veux dire, dans les centres jeunesse, bon, ils savent que vous vous en venez. Oui, les directions d'établissement sont au courant. D'ailleurs, on peut enlever les champignons pour passer un coup de peinture. Ouais, dans le fond, ils n'ont pas le temps de tout faire ça, là, je vous dirais. Puis ce que je constate quand j'arrive dans les unités, c'est qu'en bon français, c'est pas stagé. Parce que je vois... Mais vous le savez pas. Ben, ils ont fait un peu de ménage. Ouais. Monsieur Lagacé, on va mettre quelque chose au clair. Mettons quelque chose au clair. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie dans les centres de réadaptation. J'ai été éducatrice, j'ai été chef de service, j'ai été directrice, j'en ai vu des unités. Donc oui, on a fait le ménage avant que la visite arrive, mais j'ouvre toutes les portes, je rentre dans les salles de bain, dans les chambres d'enfants, dans les cuisines, dans les bureaux. J'ouvre toutes les portes d'armoire, les portes à pharmacie. Je regarde tout. Et juste vous préciser, c'est moi-même qui fais le tour de l'ensemble des services. Des fois, je suis accompagnée d'une personne, mais jusqu'à présent, j'ai fait le tour de 10 établissements. J'ai visité probablement plus de 70 unités de réadaptation. Qu'est-ce que vous voulez découvrir avec cette tournée des centres jeunesse? Qu'est-ce que vous voulez voir que vous ne connaissez pas déjà? C'est une bonne question. Parce que ce que je réalise, c'est que j'ai un modèle dans la tête parce que j'ai vu plusieurs unités de réadaptation, mais je veux avoir le pouls de l'ensemble du Québec. Et pour avoir, dans le fond, de découvrir des fois des petites perles qui sont inconnues, des types d'interventions qui n'ont pas fait nécessairement l'objet d'une recherche pour en faire une pratique probante, mais qui pourraient le devenir. Puis aussi, je ne vous cacherai pas, quand je vois des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que je souhaite, je demande la modification immédiatement
ou si ça peut attendre, bien, ça va faire l'objet du rapport que je retourne à l'établissement. Donnez-moi un exemple, justement, de ce que vous avez demandé comme changement immédiat. Bon, je ne veux pas rentrer dans le jargon, là, mais... Gardons ça simple. Oui, gardons ça simple. Par exemple, une unité qui est appelée une unité, mais qu'en fait, c'est un lieu de retrait temporaire où on barre des portes. On n'appelle pas ça une unité. On appelle ça une unité de retrait temporaire ou un bloc retrait, là, dépendamment du jargon. Fait que ça, je demande aux intervenants et aux directions sur le champ, OK, ça, vous pouvez plus appeler ça comme ça et assurez-vous que les pratiques que vous avez là, c'est conforme à la politique, par exemple, sur les mesures de contrôle. Je vous donne un type d'exemple là, que j'ai vu dans le cadre de ma tournée. À Laval, je me souviens, au Centre jeunesse de Laval, c'est sorti dans la presse il y a quelques mois, il y avait une unité de retrait comme ça qui était séparée du reste de l'unité par des portes grillagées, des portes de prison. Êtes-vous d'accord avec cette description-là? Oui, c'était des lieux qui n'étaient pas conformes à ce qu'on se fait, à l'image puis au réel de ce que doit être une unité de réadaptation. C'était carcéral. Le look était carcéral. Mais on va mettre quelque chose au clair. Il y a des unités au Québec qui ont été construites il y a 50, 60 ans, qui sont en bloc de béton. Le béton, d'emblée, c'est pas ce qu'il y a de plus chaleureux, bien que maintenant, en décoration, c'est très in. Mais c'est pas parce qu'on a des blocs de béton qu'on est obligé d'avoir des murs vides, sans décoration. On peut rendre ça plus chaleureux. Bien sûr, on peut pas changer les blocs de béton en murs de gyps, mais on peut, à tout le moins, orner l'environnement externe et surtout avoir des pratiques qui sont centrées sur ce qu'on connaît de la science sociale, des meilleures pratiques en hébergement de réadaptation. Et ça, c'est un objet du cadre de référence qui va découler des travaux. Est-ce qu'il y a encore des recours à l'isolement et aussi à la contention des jeunes quand ils sont en centre jeunesse? Il y a un recours à l'isolement et à la contention en centre jeunesse qui est balisé par un cadre de pratique qui est ministériel. Ce que j'ai constaté par rapport à ça, c'est qu'il y a une variabilité de compréhension des éducateurs sur ce qu'est une mesure d'isolement, ce qu'est une mesure de contention, la façon de les déclarer, la façon de gérer la situation avec les jeunes. C'est pas appliqué de façon uniforme. C'est pas appliqué de façon uniforme. Est-ce que c'est appliqué, d'après vous, de façon exagérée des fois? J'ai posé toutes ces questions-là quand je fais ma tournée. Mais s'il y en a qui exagèrent, ils ne vont pas vous dire qu'ils exagèrent. Non, mais j'ai assez d'expérience pour poser la première, la deuxième, la troisième question, puis constater si la personne en face de moi, elle comprend ou pas ce qu'elle est en train de faire. OK. Tantôt, vous m'avez parlé de jargon puis de la nécessité de parler clairement. Je vais référer à votre communiqué de presse. Là. Au terme de ces travaux, un cadre de référence sur les services offerts dans les centres de réadaptation pour les jeunes sera diffusé. C'est quoi un cadre de référence? Ça mange quoi en hiver? Oui, c'est une bonne question. Puis c'est vrai que pour monsieur, madame, tout le monde, ça fait fonctionnaire ou en tout cas service administratif. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Ça nous prend des références communes pour assurer que ce qu'on donne comme service aux jeunes au quotidien, ça soit la référence, la dernière référence la plus contemporaine, basée sur ce que les chercheurs, les scientifiques nous disent que en 2024 et les années suivantes, voici vers où vous devez aller. Le cadre de référence, essentiellement, ça va faire référence à ça. Quelles sont les meilleures pratiques? Quel type d'intervenant j'ai besoin pour actualiser au quotidien ces meilleures pratiques-là et dans quel contexte ça se fait au niveau de l'environnement physique, avec quel type d'encadrement, avec quel ratio d'éducateurs, chefs de service. Vous voyez, c'est tous ces détails-là. Parce qu'en fait, il se fait des très bonnes choses au Québec, mais actuellement, c'est établissement dépendant. On a perdu du terrain sur la cohérence de « on fait les choses toutes de la même façon selon les meilleures pratiques partout au Québec ». En terminant, Mme Lemay, vous êtes sous-ministre, vous êtes aussi la directrice nationale de protection de la jeunesse. Vous avez commencé quand, ce mandat-là? En mars 2021. Votre mandat finit quand? Mon prochain mandat finit en septembre 2025. Donc, parce que avec mon statut, je fonctionne par contrat. OK. Avez-vous envie de continuer ou ça va être assez après?
Pour l'instant, j'y vais en fonction des objectifs que j'ai dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est vraiment comme ça que j'aborde les choses. Parlant de jargon. Non, ben c'est vraiment là que je suis. Ouais, mais si c'était demain matin, là... Ben, je pourrais être à la retraite depuis presque 3 ans. Puis je choisis de continuer. Vous entendez-vous bien avec le ministre, M. Carman? Je m'entends très bien avec le ministre. OK. Vous avez sa confiance. J'ai sa confiance et moi aussi, je lui fais confiance. Merci d'être venue nous voir en studio. C'était Catherine Lemay, la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Merci beaucoup, Mme Lemay. Je me tourne maintenant vers Charles-Philippe David, qui est fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Ce soir, aux États-Unis, c'est une soirée cruciale dans la vie politique américaine. Il y a un débat qui aura lieu, probablement le seul de la campagne, entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Bonjour, Charles David. Bonjour, Patrick. Charles-Philippe David. Charles-Philippe, je veux pas prendre le cliché de « c'est ton Super Bowl » pour une raison bien simple. Les enjeux sont beaucoup plus grands qu'un match de football. Madame Harris a beaucoup à perdre ce soir. Ah, absolument, et il ne faut pas qu'elle perde. Si elle devait commettre une gaffe, une malheureuse phrase, une omission, écoutez, cherchez l'erreur, Patrick, comme ça s'est déjà produit dans le passé durant des débats, ce serait probablement, peut-être pas catastrophique, mais extrêmement inquiétant. Explique-moi quelque chose, Charles-Philippe. Madame Harris arrive là, c'est son premier débat présidentiel, et tu le dis, il y a des dangers, il y a des périls pour elle, il ne faut pas qu'elle fasse d'omission, il ne faut pas qu'elle se trompe, etc. Son adversaire, lui, dit n'importe quoi. Il ment. Il finit pas ses phrases, etc., etc. Oui. Comment ça se fait que lui, ça ne lui nuit pas? Ben, Patrick, il y a un double standard. Je regrette de le dire crûment, mais on ne juge plus Donald Trump avec la normalité de nos attentes politiques et d'expression pour un politicien sur la scène publique, alors que Kamala Harris est tenue, ce qui est normal d'ailleurs, aux standards habituels desquels on s'attend d'un politicien qui veut se présenter, surtout un politicien qui veut se présenter à la tête d'un pays. Et ce double standard était déjà vrai du temps de Hillary Clinton, et il est encore aussi vrai, sinon plus, sous Kamala Harris. Alors, ça, c'est ma réponse simple à cette question. Et Donald Trump, en passant, de l'autre côté, ce soir, cela dit, il doit gagner, lui. Un match nul n'est pas suffisant car le momentum va dans le sens des démocrates quand même et il doit renverser la vapeur et faire en sorte qu'il puisse un peu, de son point de vue, si cela est possible, reprendre le contrôle de l'agenda qui lui a complètement échappé depuis que Kamala Harris a été désignée dans le camp démocrate. Alors, les attentes sont différentes. Et le résultat, dis d'ailleurs toi-même que c'est peut-être pas le Super Bowl, mais on n'est pas loin, là. Ce sera probablement l'élection la plus déterminante, le débat le plus déterminant, l'élection le 5 novembre. Il n'y en aura pas d'autres débats, sans doute. Alors, il va être déterminant. J'ai vu passer cette nouvelle qui m'a un peu sidéré, Charles-Philippe. On sait que M. Trump est déjà en train de mettre la table là, pour une éventuelle défaite électorale. Il dit déjà que le scrutin est arrangé avec le gars des vues. Mais maintenant, il promet de s'en prendre à ceux qui financent ses adversaires, qui financent des causes qui vont contre ses intérêts. Par exemple, le fondateur de Facebook. Il me semble que c'est une nouvelle gradation dans ses promesses de rétribution, de vengeance contre ses ennemis. Oui, et je ne suis plus surpris d'une telle escalade dans la rétribution, comme tu la surnommes. Donald Trump est, je pense, désespéré à essayer de trouver quelque chose qui peut lui rapporter plus de votes. Mais le problème, c'est s'il devait l'emporter, moi, je pense qu'il va devenir un président dangereux pour un tas de raisons psychologiques et politiques. Donc, on joue avec le feu ici, tant aux États-Unis que dans le monde, de croire encore une fois que Donald Trump pourrait être maîtrisé par des contre-pouvoirs. Je crains, hélas, que cela ne soit pas le cas et ne sera pas le cas. C'est pourquoi cette élection est déterminante pour les Américains et déterminante pour le monde. Alors, à suivre, car on le répétera jamais assez, Patrick,
ils sont les deux candidats au nez à nez. Le fameux sondage auquel tout le monde se réfère parce qu'il est très sérieux, parce qu'il est très crédible, du New York Times et de la maison de la firme Siena, qui a été publié dimanche matin dans le New York Times, est relativement comme une douche d'eau froide sur la tête des démocrates, car le sondage prouve qu'ils sont au nez à nez. Et pire encore, dans les 7 États pivots, parce qu'il y en a 7 maintenant, eh bien, écoutez, 4 sur les 7, 48% de chaque côté. C'est vous dire combien, vraiment, non seulement le débat de ce soir, mais je crains beaucoup aussi que le 5 novembre au soir, nous allons un peu nous ronger les ongles en regardant tout ça, en se disant comment ça va finir. On va s'en reparler dès demain parce qu'il y aura beaucoup à décortiquer. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Bon débat ce soir. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. C'était Charles-Philippe David, expert de la politique américaine, fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Voici Patrick Lagacé. On va parler d'un nouveau climat d'intolérance face aux personnes LGBTQ. On a vécu, je ne dis pas que la tolérance a toujours été au rendez-vous ces dernières années, mais il y a une montée de l'intolérance. On le constate. Il y a des groupes de défense LGBTQ qui le rapportent. Il y a une montée de l'intolérance, des propos insultants, des agressions aussi. Statistique Canada qui montre qu'il y a une explosion des agressions envers les personnes homosexuelles notamment. Et là, dans le journal Le Soleil ce matin, il y a la chroniqueuse Mylène Moisan qui raconte l'histoire ahurissante d'un stagiaire en enseignement. Il s'appelle Francis Richer, faisait son stage dans une école de Montréal et il a été harcelé, menacé, méprisé par des élèves. Il n'a pas eu beaucoup d'appui de sa direction. Francis Richer est au bout du fil. Monsieur Richer, bonjour. Bonjour, Patrick. Vous êtes étudiant au baccalauréat en enseignement de l'UQAM. Racontez-nous ce qui s'est passé dans ce stage à l'école La Voie lactée. La Voie du quartier, pardon. Oui. En fait, placement de stage dans une école multitechnique de Montréal, je suis emballée parce que pour moi, une des raisons pour lesquelles je suis allée en enseignement, c'est vraiment, dans le fond, d'essayer de redorer un peu l'image que peuvent avoir les Québécois. Je suis professeur d'univers social, donc tout ce qui est cours d'histoire, de géographie, entre autres choses, pour vraiment faire vivre, dans le fond, mon amour du Québec. Donc, j'enseigne un chapitre qui a rien à voir avec cela. La révolution industrielle, cela dit, je fais quand même des parallèles avec la révolution tranquille, cette capacité phénoménale qu'on a, nous les profs, de faire ce genre de lien-là. Et puis donc là, pour essayer de diminuer leur charge environnementale, j'ai décidé de ne pas leur donner de devoirs, mais plutôt de leur donner des quizzes. Donc, ce sont des quiz numérique en ligne, ça le dit. Et c'est une façon, dans le fond, de les faire pratiquer, qu'ils peuvent faire à la maison, retour dans l'autobus. Et ces questions-là, théoriquement, devaient revenir dans l'examen. Donc, c'est une façon de m'assurer de leur réussite. Donc, oui. Non, j'allais vous dire, c'est sur cette plateforme-là que vous avez vu les premiers signes, disons, assez inquiétants pour votre sécurité. Voilà. J'ai généré des codes le vendredi matin. Ce même vendredi matin-là, en classe, une élève me demande, après 2 semaines et demie que le stage ait commencé, à savoir si je faisais partie de la communauté LGBTQ. Alors là, moi, je suis content parce que ça faisait 2 semaines que j'avais mon enseignante associée que j'étais surpris que la question ne vienne pas sur le tapis. Donc, j'y réponds avec joie parce que je suis professeur, j'ai un rôle de modèle d'une certaine façon. Donc, je réponds. Ça semble bien aller. Ça se termine là. Le mardi suivant, par contre, une élève me dit qu'elle n'est pas capable de se connecter au quiz. Et là, je constate que les codes générés ont été utilisés plus de 2200 fois, ce qui explique pourquoi elle n'est pas capable de se connecter. Et là, sur son écran, je vois des mots, je vais dire banals, là, même s'il n'y a rien de banal dans tout ça, mais des francisais et des simples propos homophobes. J'aime pas ça dire ça, mais bon. Alors là, à la maison, j'arrive et là, je vois l'ampleur des messages qui ont été publiés. Il y a d'ailleurs une photo qui est jointe à l'article et ça va loin, là. Vive les génocides envers les LGBTQ. Francis le gay va mourir. Francis est un pédophile. Il m'a violé dans mon lit. Il m'a violé tellement fort que ça saigne. Ça va très loin dans les propos. Et donc là, mon premier réflexe, c'est d'appeler le poste de police de quartier pour avoir un peu leur avis.
Puis moi, j'ai en tête à ce moment-là de faire de la sensibilisation. Et donc là, une fois en ligne avec le policier, on m'explique que tout n'est pas un propos qui peut être considéré comme une menace. Alors là, je lui lis la teneur des propos. Il me dit, ah ben là, si je me déplace, c'est pas pour faire de la sensibilisation, c'est pour procéder à des arrestations. Là, je suis comme, Fait que, traduction, il voulait pas se déplacer. Il jugeait qu'il n'y avait pas matière à arrêter qui que ce soit. Ben, au contraire, lui, il disait que c'était des propos qui étaient suffisamment graves pour dire qu'on était au-delà de la sensibilisation. Mais pas assez pour aller arrêter quelqu'un. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui, parce que c'est simplement, dans le fond, probablement le policier qui est à la réception. Une fois que j'ai rempli, dans le fond, la plainte officielle, c'est là que quelques jours plus tard, puis là, entre-temps, il s'est passé quand même quelques jours, où moi, j'ai eu le temps, dans le fond, de lire un peu de la documentation sur l'augmentation, en fait les statistiques que vous avez énoncées tout à l'heure. Donc, on sent une petite mobilisation au niveau de l'équipe école. Tout le monde est obsédé, surtout les professeurs. Là, ça, leur appui a été hallucinant. Mais là, quelques jours après, dans le fond, j'apprends par la bouche d'un enquêteur comme quoi que les propos ne constituent pas des menaces criminelles parce que ce ne sont pas des menaces directes. Si on m'avait dit, Francis, je vais t'attendre au RAC ABC, Francis, je t'attends après le cours, ça y va. Mais là, Francis, le gay, va mourir. Ce n'est qu'une triste fatalité de la vie. C'est ce qu'on vous dit, là. Oui. Je sens quand même, je tiens quand même à le préciser dans la voix du policier qui est vraiment mal à l'aise. Que c'est vraiment les règles en place qui fait en sorte que, il y a un peu les mains liées. Je veux vous entendre, Francis Richer, sur un aspect. Vous avez interpellé votre direction. Ouais. Vous seriez attendu à avoir de l'appui plus vigoureux. Quelle a été la réponse de la direction? Je ne serais pas d'heureux ce matin. Je l'ai trouvé timide, en fait. J'ai senti qu'il y avait un malaise à l'idée d'intervenir à l'école. Je ne sais pas si c'est à cause du milieu à proprement parler, à cause d'un climat qui peut être instauré avec certains parents. Ça, c'est pas à moi à faire ce constat-là. Non, OK, juste une seconde. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Complétez votre pensée, là c'est moi qui vous trouve timide. Oui. Écoutez, comme il faut aller au fond des choses, c'est tout récemment dans les médias, il a été proposé, dans le fond, que les parents aient peut-être un peu moins un peu moins de mots à dire, dans le fond, sur les décisions scolaires. Et ça, écoutez, justement, un parent qui appelle pour se plaindre constamment, qui formule des plaintes officielles auprès du CSSDM, lorsque certaines situations ne font pas son affaire, pour moi, je me demande à savoir s'il ne commence pas à y avoir une certaine forme de harcèlement, voire de mobbing. Mais bon. Donc, oui. J'allais vous dire, est-ce que c'est vrai qu'on vous a demandé de ne plus parler de votre orientation sexuelle? C'est-à-dire qu'on m'a fait la suggestion, le conseil professionnel pour l'ensemble de ma carrière de ne pas en parler. Ça a été dit comme ça. Dans cette école-là, il y a des élèves clairement intolérants. Est-ce que le fait que c'est une école multiethnique a un lien avec cette intolérance? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une corrélation à faire dans la mesure où j'ai cru comprendre, parce qu'il faut quand même bien comprendre le milieu quand on s'en va en stage et qu'on va enseigner dans un milieu. De dire que, par exemple, le phénomène LGBTQ+, peut être nié carrément. Donc, partant de là, c'est certain qu'il y a une certaine forme d'éducation à faire, ce qui est tout à fait normal. Par contre, quand ce genre de situation se produit, où on vit de pareilles violences, et là, écoutez, c'est adressant envers un membre du personnel. Là. Si les élèves osent faire ça, j'ose même pas imaginer ce que les autres élèves subissent dans l'ombre. Alors donc... La directrice, le geste le plus fort de la directrice, si j'ai bien compris, c'est d'aller lire une lettre qui n'était pas très, très forte aux élèves. Oui, à ce moment-là, effectivement, on a fait la tournée des 4 groupes seulement, dans le fond, que j'avais à ma charge. Puis j'ai trouvé effectivement qu'on s'en tenait pas mal au communiqué qui avait été rédigé par le CSSDM, alors que moi-même, pour un propos vexatoire, il a fallu que je retourne voir dans le dictionnaire pour m'assurer de bien comprendre la portée de ce mot-là. Alors qu'on s'adressait à des élèves de secondaire 2, pour qui on était dans le fond, qu'on était en intégration scolaire, pour qui le français n'est pas la première langue. Donc, il fallait que je sois compréhensif quand venait le temps de mégenrage, par exemple. Alors, je trouve ça un peu fort de café que moi, je dois faire attention lorsqu'on
on mélange des concepts aussi simples que hommes et femmes, mais qu'on ne prenne pas la peine d'expliquer ce qu'est un propos diffamatoire ou vexatoire. Plus encore, qu'on ne nomme pas l'homophobie. Moi, j'ai ressenti qu'on reprochait davantage aux élèves d'avoir laissé des traces sur Internet que d'avoir tenu ces propos-là. Parce que justement, avant de rentrer dans la classe, on m'a dit, là, il faut faire attention parce que dans cette classe-ci, le père de tel élève est particulièrement problématique. Alors, fais attention à ce que tu dis. Donc, on a peur des parents. Oui. Monsieur Richer, merci de nous avoir accordé cette entrevue. J'espère que ça se passera mieux dans la suite de votre carrière comme prof. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Francis Richer. Et juste un petit mot là-dessus. Il y a un documentaire de Manuel Foglia l'année passée qui a été diffusé à la télé. Et on a filmé dans 2 écoles. Une école, je pense, dans le bas du fleuve ou en tout cas dans le coin de la Gaspésie et dans une école au centre-ville de Montréal. Et sur la question LGBTQ, dans les régions, on était extrêmement tolérants. Dans l'école multiethnique, il faut le dire, à Montréal, disons que les préjugés des parents, certaines pratiques culturelles, des attitudes religieuses, on se serait cru en 1950 sur ces enjeux-là.